Ben, c'est un grand plaisir. Désolée, Tim, que tu puisses pas être là en personne. J'aurais bien aimé te voir, mais on va te prendre à distance, il n'y a pas de problème. Tim et moi, on se connaît quand même depuis un petit bout de temps. On faisait notre postdoc en même temps là, au Québec. Il a fait toute sa formation en France, puis il est venu faire son postdoc avec Dominique Gravel à l'UQAR. Timothée, son laboratoire travaille beaucoup sur les réseaux écologiques complexes. Et ça fait quoi? Peut-être 5, 6 ans que tu as décidé d'aller un peu en épidémiologie aussi? Un petit peu plus que 5, 6 ans? En fait, j'ai fait ma maîtrise en épidémiologie, mais ouais, ça fait 5 6 ans que je suis revenu à ça, presque à temps plein, là. C'est ça. Donc, Tim a presque maintenant 80 articles à son actif. Il est extrêmement prolifique. Il y a des papiers extrêmement importants qui ont été publiés sur les réseaux complexes, les réseaux écologiques complexes. Donc, c'est vraiment un honneur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Et depuis quelques années, ça a été un des premiers là, au Québec à se lancer dans l'utilisation et l'exploitation de l'intelligence artificielle. Donc, je pense qu'on a vraiment quelqu'un d'exceptionnel pour nous parler d'intelligence artificielle avec nous. Donc, je te laisse aller. Moi, je vais aller dans mon bureau t'écouter attentivement. Merci beaucoup, Tim. Merci. Laissez-moi juste un petit peu de temps pour trouver la bonne fenêtre à partager. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, bonjour tout le monde, je suis désolé de ne pas pouvoir être là avec vous. J'ai dû faire demi-tour au milieu de la route et me rendre chez moi un peu en catastrophe. On va essayer de faire ça à distance. Je passais toute la semaine de relâche malade. J'ai perdu ma voix, je l'ai récupérée il y a seulement 2 jours. Donc si ça craque un peu pendant la présentation, c'est pas de ma faute. Ok. Et donc je voulais parler un peu d'IA avec vous, puis de ce que ça veut dire d'utiliser l'IA quand on fait de la biologie et de l'écologie notamment. Puis moi, je m'intéresse vraiment au sens large à la biodiversité, puis à la science des données appliquée à la biodiversité. Et en fait, je vais très peu vous parler d'IA aujourd'hui, pour être honnête. Et je voudrais qu'on aborde une question qui est un petit peu transversale à tout ça, qui est, c'est quoi l'état de l'écologie en ce moment? C'est quoi l'historique de l'écologie? Qu'est-ce qu'on a fait euh, historiquement? Qu'est-ce qu'on a fait plus récemment? Puis qu'est-ce qu'on s'apprête à faire dans les années qui viennent, qui vont constituer tout le corpus de l'écologie et qui fait que si on devait entraîner des IA aujourd'hui, c'est de comprendre c'est quoi l'écologie, ça vient d'où, ça a fait quoi, comment ça s'est comporté, qu'est-ce que ces IA elles apprendraient de ce qu'on a fait dans les dernières années. Donc c'est pas un travail historique, ok. C'est un peu un travail de commentaires sur différents articles. Et puis la façon dont j'ai choisi de faire ça, c'est vraiment de partager avec vous des articles que j'aime tous, ok. C'est vraiment des articles qui m'ont beaucoup fait réfléchir sur ce que ça veut dire l'écologie, puis comment ça s'est constitué, comment est-ce que nous, on a créé la biodiversité, puis comment est-ce qu'on s'est situé par rapport à la biodiversité. Et, euh, et c'est quoi les biais que ça a créé qui risquent d'être propagés par des systèmes d'IA. Euh, on va juste faire une toute petite introduction, je voudrais juste clarifier deux, trois choses. Et principalement, en fait, la différence entre ce qu'on appelle l'IA au sens large, le machine learning, le deep learning, et puis après l'IA générative. Donc, l'IA, l'intelligence artificielle, son objectif premier, c'était de reproduire le processus de prise de décision des humains. Ok. Ça date des années 70, 80, et puis on avait utilisé un terme au début qui était beaucoup plus attrayant que IA. C'est dommage qu'on a fait demi-tour, qui était ce qu'on appelait la cybernétique. Ça sonnait un petit peu plus fancy que IA, mais peu importe. L'idée, en fait, c'était d'avoir des règles qui permettaient de confier à des machines la responsabilité de prendre des décisions que des humains auraient pu prendre. C'est des algorithmes qui, paradoxalement, n'étaient pas forcément très, très avancés, dans le sens où c'est des règles qui étaient statiques. Puis on avait un processus de décision, une sorte d'arbre de décision, on savait quoi faire, et puis en fonction de critères bien établis, on était capable d'approximer le processus de prise de décision d'un humain qui prendrait pas trop d'initiatives personnelles. Plus récemment, il y a eu l'apparition de ce qu'on a appelé le machine learning ou l'apprentissage automatique. L'objectif de l'apprentissage automatique, c'est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle où les règles, elles ne sont pas connues a priori. Donc, on essaye d'entraîner des algorithmes pour qu'ils comprennent, euh, capturent les règles qui existent à l'intérieur d'un jeu de données, telles qu'elles sont représentées par les choix qu'on a fait sur la représentation des données. Et l'idée, c'est de ne pas avoir besoin, pardon, de spécifier les règles qui sont nécessaires et que ces règles, elles vont émerger de ce qu'on a appris sur les données jusqu'à présent. Beaucoup plus récemment encore, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelait le deep learning, l'apprentissage profond. Et puis là, la profondeur, en fait, fait référence pas au fait que c'est des grandes réflexions très profondes qui vont sortir de ces systèmes-là, mais qu'en fait, on travaille sur des réseaux de neurones
qui ont une très grande profondeur, beaucoup de couches intermédiaires, avec des architectures qui sont potentiellement extrêmement complexes. Et donc, il y a une explosion de plusieurs ordres de grandeur dans le nombre de paramètres qui sont nécessaires pour faire cette modélisation. Donc, la définition exacte de qu'est-ce qui est du machine learning, ben, c'est pas très clair. Si on fait une régression linéaire, c'est du machine learning. Si on fait une ACP, c'est du machine learning. C'est aussi les statistiques, peu importe. Si on fait une régression logistique, c'est la même chose mathématiquement que de faire un réseau de neurones peu profond. Euh, L'objectif, c'est toujours de faire une prédiction. Et la caractéristique du machine learning et de l'IA, c'est de dire, ben, on va faire une prédiction sur ce qui se passe. Ce qui nous amène à nos systèmes actuels d'IA générative où ils vont aussi faire des prédictions de la même manière, mais des prédictions sur qu'est-ce qu'on répondrait. Prédictions sur du texte, des prédictions sur des images. Et ça s'est fait à partir des architectures très complexes qui donnent du deep learning pour essayer de capturer des relations statistiques très complexes entre des mots, entre des jetons sémantiques, pour ensuite avoir un système qui donne l'illusion d'une conversation avec un agent. Le problème avec tout ça, puis c'est ça que je voulais un petit peu remettre en avant dans la présentation aujourd'hui, c'est quand on réfléchit en fait au processus de données massives. Il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lu quand il était sorti il y a quelques années, qui s'appelle Weapons of Mass Destruction de Cathy O'Neill. C'est très court, je vous encourage à le lire. Et en fait, c'est une réflexion sur qu'est-ce qui se passe à partir du moment où on essaye de transformer toutes nos sociétés en données, puis de communiquer toutes ces données à des algorithmes. La conclusion du livre, le message principal, en fait, c'est que tous ces processus qui s'appuient sur des données massives, que ce soit des données quantitatives, des images, des vidéos, des sons, du texte, peu importe, ce que ça va faire, c'est que l'expression que Cathy O'Neill utilise, c'est la codification du passé. Puis ce que ça veut dire, en fait, vraiment très spécifiquement, c'est que à partir du moment où on a établi un corpus d'informations qu'on va communiquer à ces systèmes de données massives, ben, ce qui s'est passé, c'est la réalité du monde tel qu'il est, tel qu'il devrait être, et tout ce que nos algorithmes connaissent, c'est ce qui était déjà dans ces données-là. Il y a des situations pour lesquelles c'est pas un problème. Par contre, toutes les situations pour lesquelles on a besoin de se poser des questions comme maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est quoi nos valeurs par rapport à ça? C'est des questions qui existent en dehors de ces algorithmes et en dehors de ces processus de données massives. Et donc, je voudrais un petit peu avoir une lecture de l'écologie aujourd'hui qui prend un petit peu cette perspective de qu'est-ce qui s'est passé dans le passé de l'écologie, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent de l'écologie, comment est-ce que tout ça, ça interagit, qu'est-ce qu'on est en train de codifier pour que nos algorithmes d'IA l'apprennent et cette compréhension de ce que c'est l'écologie. Je vais, j'ai divisé la présentation en trois parties. La première partie va porter sur les biais, la deuxième partie va porter sur les biais, puis la troisième partie, sans surprise, va porter sur les biais aussi. Mais je voudrais vous parler de biais qui sont très différents. Il y a des biais historiques, des biais que nous, on a introduits, des biais qui ont été introduits en dehors de l'écologie, mais qui nous ont affectés. Et puis les biais qu'on a maintenant dans un monde qui change et qui vont biaiser notre compréhension du futur. Avant de commencer, euh, un petit disclaimer, on va dire. Je ne suis pas contre l'utilisation de l'IA. Ok. J'ai un labo qui fait pratiquement que du machine learning. Ok. On fait du deep learning, on fait tout ça. On a fait de la bioacoustique, de la détection d'images, on travaille sur de la télédétection, on fait de la génomique. Euh, L'essentiel de mon activité scientifique est en lien avec le machine learning et l'intelligence artificielle. Par contre, je me pose des questions sur l'utilisation raisonnée de tout ça, puis comment est-ce que ça va changer la façon dont nous, les écologistes, on a la possibilité d'interagir avec les questions pour lesquelles l'écologie est pertinente. Qu'est-ce que ça veut dire pour la façon dont on comprend la biodiversité? Qu'est-ce que ça veut dire pour les décisions qu'on va prendre sur la biodiversité? Et comment est-ce que cet outil risque de capturer des dynamiques temporelles qu'on n'a peut-être pas envie de reproduire? Je vais essayer d'émettre le moins de jugement possible dans cette présentation. Puis c'est vraiment une discussion d'articles qui m'ont beaucoup fait réfléchir, et donc je vous encourage après à les lire. Il y a un lien à la fin de la vidéo, à la fin de la présentation, pardon, avec avec un code QR, avec l'ensemble des articles, l'ensemble des PDF, si jamais vous voulez les lire, et voir un petit peu ce que j'en ai ressorti. Ok, donc on va commencer à parler de biais. Et puis la raison pour laquelle je voudrais parler de biais, c'est évidemment si notre jeu de données, euh, qui constitue tout l'ensemble de l'écologie tel que nos IA génératives vont l'apprendre, il est biaisé, mais les réponses qu'elles vont fournir, elles vont être biaisées aussi. Et donc la question maintenant, c'est quelle sorte de biais on a mis dans notre connaissance de l'écologie qui font qu'on peut avoir des réponses biaisées
sur l'écologie maintenant. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé à me poser cette question, en fait, c'est en travaillant avec une gang d'étudiants gradués du lab de Dominique Gravel et puis quelques collègues, en fait, se poser la question de à quel endroit est-ce qu'on a documenté les interactions de mutualisme, puis de parasitisme, puis les interactions de profit. Et en fait, ce qu'on a sur cette carte-là, c'est quels environnements, qui sont en jaune ici, ont jamais reçu tellement d'attention sur c'est quoi la structure des réseaux mutualistes à cet endroit-là. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une grande partie de la surface de la planète pour laquelle on sait qu'il y a des mutualistes, on sait qu'il y a des services écosystémiques qui ont besoin d'avoir des interactions de mutualistes et des communautés de plantes et de pollinisateurs qui sont en bon état pour maintenir ces services écosystémiques, mais pour lesquels on n'a aucune idée de à quoi ça ressemble une communauté de plantes et de pollinisateurs dans ces environnements-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que ben, on a créé des hotspots de connaissances, et puis on est allé rééchantillonner au même endroit où nos collègues avaient rééchantillonné, puis c'est un peu normal, il y a cet effet historique. Bien, ce que ça veut dire, c'est que ben, le côté est de l'Amérique du Nord, l'Europe, puis une partie de l'Amérique du Sud, c'est très bien décrit. Puis il y a d'autres endroits où toute l'Inde, par exemple, on n'a aucune idée de à quoi ça ressemble les réseaux mutualistes dans cet endroit-là. Tout l'ouest de l'Amérique du Nord, on n'a aucune idée d'à quoi ça ressemble, parce qu'on manque de données. Et donc, quand on fait de la littérature, quand on essaie de produire de la littérature un petit peu générale sur voilà à quoi ça ressemble un réseau de plantes et de pollinisateurs, mais en fait, la vraie discussion qu'on est en train d'avoir, c'est parmi tous les environnements qu'on a échantillonnés, parmi toute la surface de la planète qu'on a échantillonnée, voilà ce qu'on sait à quoi ça ressemble un réseau de plantes et de pollinisateurs. Puis ces petits biais-là, celui-là n'est pas particulièrement remarquable, mais ces petits biais d'échantillonnage de qu'est-ce qu'on a reçu, qu'est-ce qui a reçu de l'attention dans les systèmes écologiques, en fait, ils sont extrêmement répandus et il y en a un petit peu partout. Un de mes exemples préférés, je pense, c'est un article qui date d'il y a quelques années maintenant, où en fait, ils se sont intéressés aux collections de fossiles, en fait, dans les collections des musées. Et donc, ils ont dit, bah, sur tous les fossiles qu'il y a, pour différents ordres, pour différents niveaux taxonomiques, on va tous les prendre et puis on va aller voir quels individus sont sexés. Ok, mâles, femelles, et puis ce qu'ils ont calculé, c'est le taux de masculinité, et donc le nombre de fossiles qui étaient identifiés comme étant des mâles, divisé par le nombre total de fossiles pour lequel on avait identifié mâle ou femelle. Et ce qui est intéressant, c'est que autant pour les fossiles que pour les collections, en fait, ce qu'on remarque, c'est que déjà, il y a des biais très forts. Donc, s'il n'y avait aucun biais mâle-femelle, tout le monde serait sur la ligne 0,5. Ok, à chaque fois qu'on a un mâle dans une collection, on a aussi une femelle. Il y a des groupes pour lesquels il y a une surreprésentation des mâles, des groupes pour lesquels il y a une surreprésentation des femelles. Et puis même pour les groupes comme les rongeurs, par exemple, où la moyenne, c'est à peu près 0,5, ben, il y a des espèces à l'intérieur de ces groupes-là qui vont avoir une surreprésentation d'un des sexes par rapport à l'autre. On sait qu'il y a des différences naturelles dans le taux de masculinité à l'intérieur des populations, mais ce n'est pas des différences de l'ordre de 30, 40, 50%. Ok, c'est des différences qui sont beaucoup plus faibles. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train d'observer, c'est le fait que les collections des musées, elles ont été constituées par des personnes qui disaient que ça, c'est important de le ramener, ça, on peut le laisser. Et donc, on a fait des choix sur qu'est-ce qui était important, mais notre connaissance du patrimoine de biodiversité, maintenant, elle est teintée par ces choix d'une certaine manière. Puis il y a beaucoup de groupes pour lesquels, en fait, on n'a pas une reproduction de la distribution naturelle des sexes dans les populations. Ça, c'est vrai, même si on zoome un petit peu sur certains groupes taxonomiques. Et cet article-là est sorti la même année, en fait, et puis il y a toute une littérature sur les biais de représentation des sexes dans les collections biologiques qui est assez intéressante. Cet article-là, c'est sur les oiseaux. Et en fait, ce qui montre, c'est que ce biais chez les oiseaux, il est assez intéressant parce qu'il est toujours organisé de la même manière, c'est-à-dire qu'on a moins de spécimens qui sont des femelles que de spécimens qui sont des mâles. Puis, dans certains cas, c'est un biais qui est quand même relativement fort. Il y a des espèces pour lesquelles on a pratiquement que des mâles. Et puis, il y a très peu d'espèces pour lesquelles on a que des femelles, en fait. Donc, ce qui est intéressant à voir avec ces courbes-là, c'est à quel point ça s'arrête assez rapidement. Les espèces qui ont le plus de spécimens de femelles vont en avoir comme 55-60%. Par contre, on a quelques espèces où on va avoir 90%, 95% de mâles. Puis la raison pour ça, elle n'est pas super compliquée quand on a déjà vu un oiseau, et si on a le choix entre qu'est-ce qui est intéressant à regarder entre un cardinal mâle qui est rouge et puis un cardinal femelle qui est beige, il y en a un qui est plus attrayant, et puis la petite partie reptilienne de notre cerveau, qui aime bien les couleurs, qui aime bien quand ça clignote et quand c'est joli, va plutôt avoir un biais euh, de sélection. Mais le problème, c'est que si on se dit bah, tout ce qui a été collecté dans les musées, c'est une bonne représentation de la biodiversité dans son ensemble, ben non, on est en train d'avoir un biais ici qui s'est introduit au cours du temps.
Ce que ces auteurs-là font très bien dans leur article, c'est une sorte de table dans laquelle ils disent, ben, pour certains types de recherches, c'est pas grave. Pour certains types de recherches, c'est très grave. Puis voilà les types de questions qu'il faut se poser quand on est en train d'essayer de voir si, il y a besoin de corriger ce biais ou si le biais rend certaines données inutilisables. Et ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à documenter le fait que ça a des conséquences directes pour la qualité de l'identification d'images via l'intelligence artificielle. Il y a cet article de 2023 de Sacha Luciani et Dave Rolnick euh, qui, en fait, s'intéresse au réseau ImageNet. Donc, ImageNet fait de la reconnaissance d'animaux et était considéré en 2023 comme étant assez performant. Et puis, la question qu'ils se sont posées, c'est, OK, ImageNet est capable de faire de l'identification d'animaux, mais avec quoi il a été entraîné? Et il y a un des exemples qu'ils donnent dans l'article qui est l'exemple des G. Puis en fait, ce qu'ils expliquent, qui est assez, un cas qui est quand même assez intéressant, je pense, pour généraliser un petit peu les problèmes des biais dans l'entraînement des données d'IA, c'est il y a plusieurs dizaines d'espèces de G. Et si on regarde dans ImageNet, ce qui a servi à l'entraînement de ce réseau-là, il y a à peu près 70% des images qui sont le G bleu, qui est celui qui est en haut à gauche sur cette diapo. Le problème du jet bleu, c'est que c'est pas une espèce qui a une biologie particulièrement remarquable. C'est pas une espèce qui a une distribution qui est particulièrement cosmopolite. C'est une espèce qui est nord-américaine, uniquement nord-américaine, une distribution géographique qui est très restreinte. Mais on a considéré que c'était 70% des jets, en fait. Donc, dans les paramètres que ImageNet a appris pour représenter c'est quoi un jet, 70% de ses connaissances vient d'une seule espèce. Puis, dans ces images-là, il y en a aussi le même biais qui se reproduit que on a plutôt tendance à prendre des images de mâles. Ok. Donc on a énormément d'espèces, on a plusieurs dizaines d'espèces de G. Et puis pour ImageNet, un G, c'est un G bleu, puis c'est un G bleu mâle. Et ça, c'est pas un biais qui vient du fait que l'IA, c'est une mauvaise technologie ou une bonne technologie, peu importe. Ça vient du fait que c'est alimenté par des humains qui ont leur propre biais, à partir de données qui ont leur propre biais, et que on est en train de propager ces biais-là au moment de faire la prédiction. Puis même si notre algorithme il avait appris au hasard à discriminer les G, 70% du temps, il a vu que c'était des G bleus. Donc la première information qu'il a, c'est 70% de chances que ce soit un G bleu. Et donc ça donne un poids qui est beaucoup moins grand aux données de biodiversité qui viennent de pays qu'on n'a pas choisi de surreprésenter à l'intérieur des données d'entraînement. Et donc le premier message en fait de ces différents papiers, là, c'est que quand on commence à définir ce qui est observé ou ce qui est collecté, en fait, la décision qu'on prend, c'est qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est représentatif, c'est quoi la norme, c'est quoi la vraie réalité. Ok, est-ce qu'un G, c'est forcément un G bleu mâle 70% du temps? Ben non, mais quand on commence à surreprésenter ce type d'image, quand on surreprésente les mâles dans les collections biologiques, on commence à prendre une décision on commence à introduire un biais de qu'est-ce qui est le baseline à partir duquel on fait les autres prédictions. Les raisons pour tout ça, j'en parlais un peu tout à l'heure, c'est que, évidemment, il y a ces images, ces données, elles viennent d'un processus d'observation qui est fait par des humains, et puis c'est plus gratifiant d'aller observer des choses qui sont intéressantes que des choses qui le sont pas. Qui est la définition de qu'est-ce qui est intéressant, elle est libre, et personne n'est libre d'avoir sa propre définition. Mais un très bon exemple, en fait, c'est un article assez récent qui date de cette année. Si on regarde les photos les wildlife photography, donc tous les concours de photos de la vie sauvage, les auteurs sont posés comme question à quel endroit est-ce que ça a été pris? Donc c'est la petite carte qu'on a en haut. Puis sans surprise, en fait, c'est quand même dominé par des environnements qui sont des environnements européens. Ok, il y a un gros hotspot d'observation ici. Il y a quelques observations à certains endroits dans les Caraïbes et puis en Afrique qui correspondent à des hotspots de biodiversité, mais il y a une représentation qui est vraiment non aléatoire de certains endroits pour les images de photographie. Ok. L'autre point, c'est qu'ensuite, ils ont décomposé tout ça en termes de c'est quoi les grands biomes, c'est quoi les sous-divisions de ces biomes-là, et puis à quel endroit est-ce qu'on est en train de surreprésenter ou sous-représenter certains types de paysages. Puis le résultat qu'ils ont, qui n'est pas forcément surprenant, c'est que il n'y a aucun des biomes ou des royaumes ici qui sont représentés d'une manière qui est compatible avec leur vraie représentation en termes de surface, par exemple. Ce que ça veut dire, c'est que si on était en train d'entraîner un algorithme de reconnaissance des espèces sur la base de ces photographies-là, le risque qu'on prendrait serait en fait d'avoir une surreprésentation de certains endroits qui ont de la faune qui est plus charismatique ou d'avoir de la faune qui est plus accessible avec les personnes qui ont les moyens d'investir dans de l'équipement de photographie animalière, par exemple. Et donc, on est en train de créer plein d'associations non aléatoires qui ne représentent pas du tout les processus naturels ni la biodiversité,
mais qui au contraire vont représenter le processus par lequel on observe et on décrit la biodiversité. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce qu'on a les moyens d'investir dans l'équipement pour aller le prendre en photo? Est-ce qu'on a envie de s'y rendre? Et puis, est-ce qu'on considère que c'est suffisamment charismatique pour être documenté? Puis ces données-là, c'est les données qui vont se retrouver par la suite dans le corpus qui sert à entraîner nos modèles d'IA générative. Ce qui est assez intéressant, en fait, c'est la nature fractale de tous ces biais-là. Et donc, si on zoome encore un peu plus, j'avais beaucoup aimé cet article. Ils se sont posé la question, les auteurs se sont posé la question de euh, est-ce que le fait qu'une espèce soit très reconnaissable par rapport aux autres espèces de son groupe fait qu'elle est surreprésentée dans les données de sciences participatives? La réponse est oui. La deuxième question qui se sont posées, qui était un petit peu plus inattendue, je pense, c'est si maintenant on essaye d'entraîner un modèle pour essayer de compenser le biais de reconnaissabilité de cette espèce-là, est-ce qu'on y arrive? Ben, pas entièrement, en fait. En fait, on a tellement surreprésenté certaines espèces qui étaient faciles à identifier ou très charismatiques ou uniques, que même en essayant d'enlever cette tendance-là des données, en fait, elles finissent toujours, les modèles qu'on entraîne pour ces espèces-là finissent toujours par avoir une meilleure performance. Donc les espèces qui sont un petit peu moins euh, faciles à identifier, faciles à discriminer par rapport au reste de leur groupe, ben, il y a un volume d'information qui est plus faible, le travail d'identification est plus difficile, et ces deux biais se combinent pour faire que, ben, en fait, elles sont extrêmement difficiles à identifier euh, pour les modèles de reconnaissance d'image. Là, ce que ça veut dire, en fait, c'est que l'objectif des modèles de reconnaissance d'image, ça ne devrait pas être de faire le travail qui est facile à notre place. Le travail qui est facile, on peut le faire. Juste que pour ce qui est difficile, en fait, il fonctionne moins bien parce que nous, quand on a fait notre collecte de données, on s'est concentré sur ce qui était facile à faire. Et du coup, on n'a pas donné à ces modèles-là suffisamment de résolution sur les problèmes les plus difficiles. Et l'autre point qui est un petit peu plus préoccupant, on va dire, c'est que même si on essaye d'utiliser des techniques vraiment intéressantes pour compenser ces biais-là, donc tout ce qu'on appelle les techniques de data inflation, donc d'augmentation des données, ça peut se retourner contre nous d'une certaine manière. Puis l'exemple qu'ils utilisent dans cet article-là, c'est euh, si on prend des images de plantes dans des herbariums, les petits carrés noirs, ils font tous la même taille, c'est pour donner une idée de la taille de la taille de l'objet biologique qui est sur chacune des photos. Il y a des techniques assez courantes qui disent que ben, on va prendre une image et puis on va la transformer. Ok, on va faire une rotation, on va faire une symétrie. On va appliquer une petite déformation, on va juste appliquer des petits filtres pour qu'elle ait l'air un petit peu différente en essayant de simuler le fait qu'on avait plus d'images que ça au départ. Ok. Donc si on avait un oiseau qui regarde à gauche, on tourne l'image, tout d'un coup on a un oiseau qui regarde à droite. En fait, le risque avec ça, c'est que ben, là encore, on est en train de sur-représenter les mêmes images, donc au lieu de représenter les mêmes groupes, on se met à représenter les mêmes individus. Et donc, on donne plus de volume de données pour entraîner nos systèmes de reconnaissance d'images, mais on leur donne beaucoup plus de données qui deviennent de moins en moins informatives au cours du temps. Et donc, il y a des fois où, bah, pour compenser le problème du faible volume de données, on crée des biais et on va renforcer nos biais existants. Puis le risque, en fait, c'est que tous les biais qu'on a introduits parce qu'on a choisi d'observer ou de documenter plutôt certains types d'espèces, certains types d'environnements, ils vont finir par s'amplifier les uns les autres. Et même les techniques qu'on utilise pour enlever ces biais-là euh, font que ben, on peut les renforcer au final. Et donc le deuxième point qui est important pour nous, si on essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on va généraliser toutes ces connaissances biologiques-là dans des systèmes d'IA qui vont être autonomes puis indépendants, c'est que c'est très facile, mais c'est très faux de faire d'avoir de la confusion entre des choses qui sont faciles à identifier ou faciles à aller observer et les choses qui sont pertinentes. Puis souvent, les choses qui sont pertinentes, c'est les choses qui sont plus difficiles à documenter. Et puis celles-là, à cause de l'accumulation de tous ces biais, elles sont de plus en plus difficiles à étudier parce qu'on a tous ces biais s'amplifient mutuellement. Je voudrais qu'on parle d'une autre famille de biais maintenant, qui sont les biais de qu'est-ce qui s'est passé autour de nous dans le monde quand l'écologie s'est mise en place en tant que discipline. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aussi en dehors de l'écologie qui a eu des conséquences pour les pratiques écologiques. Euh, je vous encourage vraiment à lire cet article-là. Il a été quand même assez repris dans les médias. C'est un article de paléoécologie. En tout cas, c'est un article qui parle vraiment d'une écologie, du changement de biodiversité à des époques très longues. Et dans cet article-là, les auteurs développent une mesure qu'ils appellent l'index du parachute. Ok. Donc, l'index du parachute, ça fait référence à ce qu'on appelle la recherche parachute.
dans lequel les chercheurs des pays riches vont travailler dans des pays qui ont moins d'infrastructures de recherche, extraire des spécimens, retourner chez eux, publier des articles. Et donc, ça participe à leur réputation scientifique, à leur financement, mais ça n'apporte rien, ni en termes d'opportunités professionnelles, ni en termes de retombées scientifiques aux pays dont ils ont extrait des données biologiques. Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce qu'ils ont observé, c'est que bah, tous les pays qui avaient un taux de recherche parachute, donc qui subissaient le plus de recherche parachute, c'était d'une part des pays qui avaient été historiquement des colonies d'autres pays riches, et qu'on était capable de retracer des liens entre qui avait colonisé qui, en termes de quel pays allait faire de la recherche, à quel endroit, et allait extraire des données de ces environnements-là. Donc, ce qui est important, c'est que ça, en fait, ces données-là, les données de quelqu'un s'est déplacé d'un pays dans un autre pays, a collecté des spécimens, est rentré chez lui, puis a publié des articles là-dessus. Ça, c'est la connaissance directe qui crée notre compréhension globale de la biodiversité en ce moment. Et puisque ça s'est fait sur des bases qui sont biaisées parce que ça répète une histoire coloniale, mais notre compréhension de la biodiversité à l'échelle globale, en fait, elle n'a pas été seulement façonnée par des processus biologiques auxquels on s'est intéressé, ça a été façonné par des processus sociaux et puis et politiques et économiques qui font qu'on est peut-être en train de tirer les mauvaises leçons de ces données-là. C'est vraiment un article qui est assez important et je vous encourage à aller le regarder. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, si on zoome, puis ça va être un peu un point, un thème récurrent dans cette présentation, à chaque fois qu'on zoome un petit peu plus au niveau de détails suivants, on va retomber sur les mêmes dynamiques. Donc, si on s'intéresse à une seule région, cette fois-ci, pas à l'échelle globale, mais à l'échelle, cet article-là, est uniquement sur les Caraïbes, en fait. L'exemple qui est donné ici, c'est les spécimens qui viennent de Trinidad et Tobago. Ok. Puisqu'on voit sur la carte, c'est que la majorité des spécimens qui viennent de Trinidad et Tobago, ben, ils sont ailleurs dans le monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'est déplacé, quelqu'un qui n'était pas de Trinidad et Tobago s'est déplacé là-bas, collecté les spécimens et les a indexés dans une collection qui était à l'extérieur. Ok. Puis, sans surprise, il y en a beaucoup en Europe, beaucoup en Amérique du Nord, notamment sur la côte Est. Et ça, c'est vrai pour à peu près l'ensemble des groupes taxonomiques. Puis le problème de ça, l'objectif de cet article, euh, c'est, en fait, il y a deux choses. Il y a essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que le spécimen il se retrouve à cet endroit-là? Et en fait, le meilleur prédicteur de où est-ce qu'un spécimen va se retrouver, un spécimen qui était prélevé dans les Caraïbes va se retrouver ailleurs dans le monde, c'est est-ce qu'il y avait une route commerciale qui existait entre ces différents endroits. Et donc là, ce qu'on voit, c'est vraiment l'historique du commerce qui s'est mis en place et donc qui fait que les spécimens se sont déplacés, en fait, pas en suivant des routes qui représentent un intérêt biologique ou une opportunité de recherche, mais vraiment sur des historiques commerciales avec différents pays. Et donc la capacité de qui va décrire la biodiversité de quel endroit, c'est pas motivé par des questions biologiques, c'est déterminé par un héritage de considérations qui ne sont pas du tout des considérations scientifiques ici. Cet article-là est particulièrement pertinent parce qu'à la suite de tout ça, il y a une discussion sur qu'est-ce que ça veut dire pour les opportunités professionnelles des chercheurs, notamment en début de carrière, qui viennent de ces régions-là et qui ont des choses pertinentes à dire sur leur environnement, mais qui n'ont pas la possibilité de le faire parce que la connaissance s'est déplacée et que les spécimens, ils sont dans d'autres pays maintenant. Euh, à peu près au même moment, ouais, à peu près au même moment, quelques mois d'intervalle, je pense qu'il y a cet article de Lesner et collègues qui est sorti, où ils s'intéressaient à la flore naturalisée. Ok. Donc là, on parle d'espèces qui ont été introduites, qui ont fini par devenir des espèces qui sont résidentes, qui sont vraiment de la flore naturalisée maintenant. Et puis, ils ont comparé plein de pays, et ils se sont posé la question de qu'est-ce qui fait que deux pays ont la même flore naturalisée. Le prédicteur le plus fort de tout ça, c'était qui les avait colonisés. Ok. Et donc, ce qu'on voyait, c'est que les anciennes colonies britanniques, ou espagnoles, ou portugaises, ou hollandaises, avaient des flores naturalisées qui, d'une part, se ressemblaient les uns avec les autres. Ok. Donc, les anciennes colonies espagnoles, par exemple, ont à peu près les mêmes flores naturalisées, parce que ben, l'Empire espagnol avait du commerce entre ces colonies, et puis avec la métropole, et que ces fleurs naturalisées, elles ressemblaient plus aussi aux flores qu'il y avait en Espagne ou en Angleterre ou au Portugal ou en Hollande. Donc on a eu une sorte d'homogénéisation de la flore de base des colonies par la flore du pays qui les a colonisées. Et ensuite, il y a eu cette espèce de brassage de diversité qui fait que ben, les pays qui n'étaient pas forcément
dans des environnements similaires, se sont mis à se ressembler mutuellement parce que bah, les espèces étaient échangées d'un pays à l'autre. Ce qui est particulièrement important, en fait, c'est que dans tous les cas, cet effet, il est beaucoup plus fort que ce qui est attendu au hasard. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on a un signal biogéographique, un signal macroécologique, on l'appelle comme on veut, sur qu'est-ce qui fait qu'une plante est capable de s'installer dans un nouvel environnement. Puis c'est pas des raisons biologiques qu'on est en train de documenter, c'est juste que bah, il y a des puissances coloniales qui ont décidé d'organiser le commerce entre leurs colonies, puis avec leurs colonies, qui ont amené à l'introduction préférentielle de certaines espèces. Donc la situation qu'on regarde aujourd'hui, en fait, elle mélange d'un côté des processus naturels qui fait que oui, d'un point de vue physiologique, une certaine espèce de plante est capable de survivre dans cet environnement. Mais l'histoire de migration de cette plante-là, en fait, elle vient pas du tout d'un processus naturel, elle vient d'un processus géopolitique de colonisation. Et ça, en fait, ce qui est important, c'est que l'époque coloniale a beau être révolue, euh, les conséquences du colonialisme sur la biodiversité, puis notamment sur la biodiversité des pays qui ont été colonisés, elle est encore présente. Ok, la flore puis la faune, elles ont été changées de manière durable, probablement de manière irréversible, et les communautés qui existaient avant ont probablement disparu. C'est un problème pour nous, écologistes, quand on s'intéresse au fait de maintenir des communautés qui soient naturelles et en bonne santé dans leur environnement d'origine. Mais c'est aussi la possibilité de connaître les processus qui avaient mené à l'assemblage de ces communautés d'espèces à ces endroits-là, qui sont perdus, simplement parce qu'on a appliqué une perturbation sur ces systèmes-là, pour laquelle c'est impossible de revenir en arrière. Plus on zoome, plus c'est vrai. Et on va zoomer dans le temps et puis dans l'espace, vraiment beaucoup. On va s'intéresser à des processus beaucoup plus récents, en fait. Les deux cartes qu'il y a ici, on va généraliser ça un peu après. La carte sur la gauche, c'est les zones en fonction de leur statut de ségrégation à Baltimore dans les années 1930. Ok. Donc, il y a les zones qui sont en rouge, qui sont le centre-ville, qui sont une très forte ségrégation. Et puis, on a les zones qui sont, plus on s'écarte du centre-ville, et plus ça va vers le bleu et le vert, qui sont de plus en plus aisées, résidentielles et blanches. C'était ça la situation en 1930. De manière générale, à Baltimore, c'est toujours la situation 100 ans plus tard, mais c'est l'état de départ. La carte qu'il y a sur la droite, c'est le pourcentage de couverture forestière en 2010. Ok. Donc, on est 80 ans après. Les lois qui avaient explicitement comme but de créer de la ségrégation ont été supprimées. Les systèmes qui sont restés à leur place, mais les lois en tant que telles ont disparu. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est une association extrêmement claire entre les quartiers qui avaient subi le plus de ségrégation et les quartiers qui avaient été protégés de la ségrégation, parce que c'est les quartiers qui, historiquement, étaient plus affluents et plus blancs, ont en fait un couvert forestier qui est beaucoup plus développé. Et ce qui est vraiment important là-dedans, c'est que en même temps qu'on a créé de la ségrégation pour les communautés humaines, on a créé de la ségrégation pour les communautés végétales, et que j'ai forcément pas à vous convaincre du bienfait d'avoir des forêts urbaines pour énormément de choses, la résilience, la santé mentale, la santé, le bien-être, tout ça. Mais en même temps qu'on a ségrégé les personnes, on leur crée des environnements qui ont des niveaux de favorabilité qui étaient différents. Et donc, si on cherche à expliquer mais pourquoi est-ce qu'il y a du couvert forestier qui est si différent à Baltimore en 2010, il faut retourner 80 ans en arrière, puis ce pas des raisons de foresterie, c'est des raisons de discrimination. Cette tendance-là, en fait, ce qui est assez remarquable, c'est à quel point elle est répandue en Amérique du Nord. Et puis, c'est pas qu'elle n'est pas forcément répandue ailleurs, c'est que les données dont on dispose en ce moment, en tout cas les articles que j'ai vus là-dessus, sont principalement en Amérique du Nord. Mais si on cherche à expliquer, par exemple, le NDVI, donc c'est la carte, les 5 cartes qui sont en haut, pour Indianapolis, Baltimore, Phoenix, Birmingham, Minneapolis. Un des meilleurs prédicteurs du NDVI actuel, c'était quoi le statut de ségrégation de ces quartiers-là dans les années 30, essentiellement. Donc, l'historique de la ségrégation, en fait, ça a donné un historique de l'aménagement des villes, puis l'historique d'aménagement des villes, ça a créé un historique de naturalisation. Et en fait, on n'est toujours pas capable de compenser ces effets à très très long terme. Et donc, c'est des résultats qui sont quand même assez importants, parce que quand on réfléchit maintenant à la biodiversité comme un facteur d'égalité globale en santé, en bien-être et le droit à l'accès à la nature, en fait, on a 80 ans de discrimination qu'il faut rattraper si on veut aboutir à ça. Et donc, ce qu'on observe en ce moment, ça a été façonné par et à cause de processus discriminatoires. Euh,
là, cet article-là, c'est assez saisissant. En fait, donc là, les auteurs se sont posé la question de si on fait de la génétique des populations, cette fois-ci sur les animaux. Ok, tous les résultats jusqu'à présent, c'était sur les plantes. Et puis, on peut se dire que ben, les plantes dans les villes, c'est pas forcément un processus qui est naturel. C'est des arbres qui sont plantés beaucoup, puis il y a beaucoup d'interventions là-dedans, il y a beaucoup de contrôle, les arbres sont très contrôlés. Euh, Peut-être que ça va avoir tendance à plus suivre l'histoire de l'aménagement de la ville. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est de la génétique des populations, cette fois-ci sur des populations animales, d'animaux qui vivent dans des milieux urbains. Et donc, ils ont regardé les quatre indicateurs habituels de taille effective de population. Plus c'est élevé, mieux c'est. Diversité génétique, plus c'est élevé, mieux c'est. Richesse allélique, plus c'est élevé, mieux c'est. Et puis FST, plus c'est bas, mieux c'est. Et là, ce qu'ils ont observé, c'est que quand ils classifiaient leurs quartiers, dans lesquels ils faisaient des observations entre est-ce que c'est des quartiers qui sont majoritairement habités par des blancs ou majoritairement habités par des personnes qui ne sont pas blanches, en fait, il y avait un signal très fort sur la diversité génétique de ces populations. Et ce que ça veut dire, en fait, c'est que les quartiers qui sont habités par des blancs, les quartiers blancs, ont des animaux qui vont mieux, des populations animales qui sont en meilleur état, et que les quartiers qui sont habités par des minorités racisées ont des populations animales qui vont beaucoup moins bien. C'est pas un effet de biodiversité, c'est pas un effet biologique, c'est pas de la biologie qu'on est en train de voir, c'est la conséquence de prise de décision sur comment est-ce qu'on aménage certains quartiers en fonction de leur démographie. Et cet article-là, qui est sorti l'année dernière, se pose une question qui est évidemment liée aux dynamiques de démographie, mais c'est en fait essayer de mesurer l'impact de la gentrification sur certains animaux. Ok. Et donc, tout ça, c'est des animaux qui vivent dans des villes. Et là, ce qu'ils ont mesuré, c'est est-ce que quand les habitations deviennent beaucoup plus chères, quand on transforme l'environnement pour le rendre plus imperméable, ok, donc quand on est en train de créer de la gentrification dans les différents quartiers, est-ce qu'il y a des espèces qui s'en sortent mieux que d'autres? Puis, la réponse dans tous les cas, c'est oui, il y a des espèces qui profitent de la gentrification, il y a des espèces qui subissent des effets néfastes de la gentrification. Et donc, si on est en train d'essayer de faire une description de c'est quoi la biodiversité dans les villes, et qu'on réfléchissait à ça juste comme des écologistes. Et je suis allé là, j'ai observé qu'il y avait tant d'espèces, tant d'individus de cette espèce-là, j'ai pris mes FST, tout ça. On passe à côté du mécanisme qui a abouti à cette situation. Dans cet article-là, ils vont un petit peu plus loin dans leur discussion, en fait, en mesurant aussi la diversité bêta à l'intérieur des villes, puis entre les villes. Donc, il y a un très très beau travail de partition de la diversité en fonction de l'historique d'évolution de est-ce que ça coûte cher d'habiter à certains endroits des villes, est-ce que ça coûte cher d'habiter dans certaines villes qui montre comment en fait on a réorganisé complètement les populations animales en même temps qu'on a réorganisé les populations humaines qui habitent dans des milieux urbains. Et donc le dernier point, c'est que ben, même si on s'intéresse à la biodiversité maintenant, ça c'est des articles qui datent des 4-5 dernières années, ok. Donc si on prenait des snapshots de biodiversité maintenant, on n'est pas juste en train de mesurer de la biodiversité, on est en train de mesurer plein d'exacerbations ou l'expression en tout cas d'inégalités et de logiques discriminatoires qui font que bah, la biodiversité, elle réagit à la façon dont nous, on crée des environnements euh, pour les humains. Et donc, tout ça m'amène à, bah, si on veut corriger ces biais, là, il reste une dernière famille de biais qui est vraiment importante à prendre en compte. Et qui, en fait, sont les biais liés au fait que le baseline de la biodiversité, il a changé tout le temps. Et puis, il est en train de changer encore plus rapidement maintenant parce qu'on est en train de vivre l'accélération des changements climatiques. Commencer par cet article-là. Ils font un travail que j'ai trouvé vraiment, vraiment remarquable euh, parce que c'est à la fois très bien fait et puis un petit peu impertinent. J'avais beaucoup aimé cet article. Donc, ils travaillent sur les réservoirs et les vecteurs de la maladie de Chagas. La maladie de Chagas, c'est une maladie qui est transmise par des insectes, donc des hémiptères de la famille Redulidae. Et le problème, c'est que si on veut comprendre quelles populations humaines sont à risque de la maladie de Chagas et de d'autres maladies qui sont transmises par ces vecteurs-là, on est confronté à un problème de biogéographie qui sont à quel endroit est-ce qu'on va trouver ces espèces. Et le travail de Shiri et Rabinovich ici, c'était en fait de dire, ben, on va prendre des cartes qui ont été faites par des experts. Donc c'est ce qu'on voit en rouge sur ces figures-là. Et on va les comparer avec la prédiction qu'on ferait sur la base des données de collection ou des données d'observation. La différence entre les cartes ABC puis DEF ici, c'est que ABC, c'est les données qui viennent d'avant 1999, puis DEF, c'est les données qui viennent d'après 1999.
Puis là, les deux problèmes qu'on a, c'est que quelles que soient les données d'occurrence ou de collection qu'on utilise pour essayer de comprendre où sont ces vecteurs-là, ça n'a rien à voir, ça n'a aucun point commun avec les cartes des experts. Premier problème. Deuxième problème, c'est que les données avant 1999, puis après 1999, même quand on fait toutes les corrections possibles, ne nous donnent pas du tout les mêmes distributions. Et en fait, l'hypothèse qu'ils font, c'est que ben, autour de 1999, on a eu un changement dans le régime climatique dans les endroits où ces espèces-là sont présentes, qui font que les données de la distribution d'avant 1999, elles sont un petit peu moins pertinentes pour le monde tel qu'il est en ce moment. Et que par contre, les données après 1999, ben, elles sont potentiellement plus pertinentes pour ce qui va se passer dans les prochaines années. Et donc, il y a un effet de... les données plus anciennes, elles perdent de leur importance au cours du temps. Mais malgré tout ça, en fait, les cartes des experts, elles sont complètement dans le champ pour ces espèces-là. Et donc, comment est-ce qu'on est capable de voir ben, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'il faut utiliser? Ben, c'est un mélange de, il y a des biais dans les cartes des experts, puis il y a des biais dans les données d'occurrence et d'observation, parce qu'on a observé des espèces il y a très longtemps dans un monde qui n'existe plus d'un point de vue climatique en ce moment, et donc il y a une dégradation de l'information euh, qui est, euh, qui est potentiellement pertinente ici pour la priorisation des interventions en santé publique. Dans la même idée, en fait, je trouve que c'est un exercice assez récent qui a été fait par Ordonez et ses collègues. C'est dans un numéro spécial de Phil Transby que je vous encourage à lire, qui est vraiment, vraiment spectaculaire. C'est sur les interactions entre les humains et la nature dans un contexte de changement climatique. Il y a plein d'articles avec des réflexions vraiment très profondes et très élégantes sur le futur de la planète et de la biodiversité. Mais cet exemple-là, en fait, ce qu'ils font, c'est une cartographie globale de quelle est la source de nouveautés climatique ou de biodiversité. Donc, qu'est-ce qui fait que la biosphère va changer d'ici 2300 à peu près, sous différents scénarios. Ok. Donc là, j'ai juste mis 6.0 puis 8.5 et il faudrait utiliser des SSP en ce moment, mais c'est pas très grave. Le premier point, en fait, ce qu'on va remarquer, c'est que notre échelle, elle a plein de couleurs, qui vont de pas de nouveauté de biosphère, climat nouveau, déplacement rapide des espèces, divergence orthogonale, etc. Euh, Ces couleurs-là, elles apparaissent pas sur les cartes. Ok. Ce qui apparaît, c'est une surreprésentation de la catégorie rouge, en fait, qui est un nouveau climat, une dispersion extrêmement rapide des espèces, et puis une divergence orthogonale, donc un mélange de toutes les sources de différence. Divergence orthogonale, ici, c'est juste des combinaisons d'espèces et de climats qu'on n'aurait jamais observées auparavant. Et donc, ce qui est important, en fait, quand on réfléchit à quoi ça pourrait ressembler la biosphère en 2300, il n'y a aucun point sur la Terre en ce moment qui représente quelque chose qu'on connaît déjà. Il y a rien de ce qu'on connaît actuellement qui est pleinement informatif pour ce qui va se passer dans un intervalle de 100, 200, 300 ans. Et puis, même si on fait ça avec une profondeur de prédiction qui est plus faible, on s'intéresse à ce qui se passerait en 2100, par exemple, il y a énormément de scénarios pour lesquels, en fait, ce qu'on connaît maintenant, ça ne nous prépare pas nécessairement à comprendre ce qui va se passer dans le futur. Ok. Donc le monde tel qu'on va le vivre, pas nous, d'ici 2300, mais le monde tel qu'il sera vécu en 2300 ne correspond pas au monde tel qu'il a été vécu dans les années précédentes. De manière générale, il y a tout un effort qui a été fait pour essayer de quantifier qu'est-ce qui est nouveau, comment est-ce que c'est nouveau. Il y a quand même une littérature quantitative qui existe là-dessus. J'ai mis cet exemple-là d'article puisque je l'aime bien. Les cartes sont quand même assez illustrative, mais on commence à se poser ces questions maintenant de ça veut dire quoi être nouveau? Puis c'est une question qui est jamais évidente. Ça dépend des espèces, ça dépend des environnements, ça dépend de ce qui nous intéresse. Et puis le plus grand problème qu'on a en ce moment, c'est où est-ce qu'on s'arrête dans l'espace pour dire ben, est-ce qu'on regarde juste l'aire de distribution actuelle? Ou est-ce qu'on regarde l'aire de distribution dans le futur, mais comment est-ce qu'on est confiant dans notre prédiction de l'aire de distribution future, sachant qu'on n'a aucune condition climatique de référence euh, qui correspondent à ça. Et donc, le premier travail, en fait, c'est d'essayer de quantifier, bah, par rapport à ce qu'on fait, voilà les endroits pour lesquels c'est nouveau, voilà où notre incertitude est la plus grande. Puis là, encore une fois, j'attire votre attention sur le fait que la carte, elle est toute rouge, qu'il y a les zones vertes qui correspondent à des zones similaires. Ça, c'est pour une espèce d'acacia, en tout cas, peu importe. Mais pour cette espèce-là, il y a 98% de la surface de la planète qui est entièrement nouvelle au moment où on fait la projection climatique. Ok. Donc, l'incertitude est extrêmement élevée sur à quoi ça va ressembler le climat dans le futur. Et donc, c'est là en fait que
l'utilisation un peu automatique à l'IA va finir par se retourner contre nous, parce que l'IA a appris du passé. Et le problème, c'est que le monde que l'IA a appris n'existe plus. Il n'existera plus dans 10 ans, il n'existera plus certainement dans 50 ou dans 100 ans. Et tirer les leçons du passé, c'est pas forcément quelque chose qui va être utile à long terme, mais c'est probablement pas ce qui va nous permettre de trouver des solutions qui sont pertinentes pour euh, les crises climatiques qui s'en viennent. Puis, il y a un point qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que nous, on fait partie de la biodiversité aussi. On est une espèce, on est une espèce moins comme les autres, mais on reste une espèce, et puis en tant qu'espèce de mammifère, on a des contraintes physiologiques qui sont potentiellement pas très flexibles. Donc cette carte-là, c'est la différence entre deux scénarios, SSP2 puis SSP5, je pense. Euh, et donc ce qui est mesuré, c'est l'augmentation du nombre de jours de stress qui est lié à l'augmentation de l'humidité et de la température. Ok. Plus c'est vert, mieux c'est. Plus c'est marron, euh, pire c'est. Ok. Puis là, on remarque évidemment dans tous les cas une augmentation des zones pour lesquelles on s'attend à ce que les conditions euh, les conditions environnementales soient de moins en moins favorables à la persistance des populations humaines. Ok. Donc là, on est en train de parler de survivabilité et de viabilité de l'environnement pour les populations humaines. Ok. Et donc, ce qui est important dans ces exemples-là, en fait, c'est que la prédiction de à quel endroit est-ce que nous, on sera capable de vivre et d'exister dans le futur, elle est pas, elle est soumise aux mêmes incertitudes et elle est soumise aux mêmes mécanismes qui font qu'on est en train de réorganiser la biodiversité puis la biosphère de manière globale. Quand on zoome, en fait, même sur des échelles de temps vraiment plus petites, euh, on reproduit les mêmes choses, on reproduit le même genre de biais. Puis cette carte-là, en fait, ce que ça me montre, c'est pour 5 endroits sur la planète, si on augmente la température de 1,5 degré, de 2, 3 ou 4 degrés, combien d'heures chaudes annuelles est-ce qu'on va gagner? Puis là, ce qui est défini par une heure chaude, en fait, c'est une heure où on rentre en état de stress physiologique. Donc si c'est zéro, c'est pas grave. C'est 24, ça veut dire essentiellement qu'il va falloir allumer la clim une journée de plus par année. Ok. Mais ça sous-entend que on a une clim qu'on est capable d'allumer. Puis d'un pays à l'autre, l'accessibilité à ça n'est pas la même. À l'intérieur d'un pays, à l'intérieur d'une ville, d'un quartier, l'accessibilité à ça n'est pas la même. Puis ce qui est important, en fait, c'est quand on commence à faire la différence entre 1,5 degré, donc ça augmente dans certains endroits, mais c'est relativement stable, et puis un monde à 4 degrés plus chaud, le coût humain potentiel est beaucoup plus élevé. Et donc, comment est-ce que on va répondre, dans le pire des cas, avec un monde à plus 4 degrés, les réorganisations de nous, notre société, notre espèce, sont extrêmement difficiles à anticiper. Et donc, toutes les leçons qu'on a prises du passé sur comment est-ce qu'on a réagi à un degré de réchauffement ou 0,5 degré de réchauffement, c'est pas certain que ça nous en apprenne tant que ça sur plus 4 degrés de réchauffement. Et donc, la solution, c'est pas nécessairement de dire on va juste automatiser le travail d'analyse du passé. C'est de se poser la question on va être très très attentif à ce qui se passe sur des échelles de temps beaucoup plus courtes et puis essayer de prendre des décisions euh, au fur et à mesure. Et puis, il y a un point qui est vraiment aussi une autre une autre mauvaise nouvelle. Je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous partager aujourd'hui, je suis désolé. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est qu'en fait, on va augmenter aussi le nombre de nouveaux contacts entre les populations humaines et les virus. Puis, la prédiction qui est faite sur cette carte-là, en fait, donc quand c'est des zones qui sont rouges, c'est des zones avec peu de densité pour lesquelles il va y avoir des nouvelles combinaisons de virus, des nouveaux mix de virus qui vont se créer. Les zones qui sont bleu ciel, c'est des zones pour lesquelles il y a une densité de population plus élevée, un risque de nouveaux virus qui est plus faible. Et puis les zones qui sont en violet, en mauve, c'est des zones pour lesquelles il y a une densité de population très élevée, et puis un nouveau risque de transmission virale extrêmement élevé qui va se produire. Et ce qui est important en fait là-dedans, c'est de voir vraiment à quel point il y a des zones sur la planète qui vont payer beaucoup plus cher le prix du réchauffement climatique de toutes les manières possibles. Et en termes de perte de biodiversité, en termes de diminution du nombre de jours qui sont sans stress thermique à l'échelle d'une population humaine, et aussi à l'échelle on va avoir plus de virus et donc un risque de santé publique qui va être beaucoup plus grand. Et donc, tous ces phénomènes-là, en fait, ils vont s'accélérer.
Et tous ces phénomènes-là qu'on a construits, en fait, en construisant autour de nous l'historique de la biodiversité, puis de l'écologie, puis de la biosphère, puis tous ces systèmes-là qui interagissent les uns les autres, en fait, nous emmènent dans une situation où notre capacité prédictive n'est pas forcément très grande. Et les conséquences de ces systèmes-là, c'est des choses qu'on a nous-mêmes établies à travers différentes organisations du monde au cours du temps. Et donc, euh, avant de passer à la conclusion, en fait, il y a un signe qui est quand même assez intéressant qui ne trompe pas, c'est que si on regarde toutes les crises planétaires auxquelles on fait face en ce moment, que ce soit l'émergence de nouvelles maladies, la perte de biodiversité ou les changements climatiques, c'est la même courbe. Ok. Il y a un truc qui est quand même assez remarquable, c'est que c'est la même courbe. C'est cette espèce de polycrise planétaire en cours où on va être de plus en plus malade, on va avoir de moins en moins d'espèces pour avoir de plus en plus chaud, essentiellement. Ça vient des mêmes mécanismes. Et donc tout ça, c'est les conséquences de toutes les décisions qu'on a prises par le passé. Et toutes les décisions qu'on a prises par le passé, c'est tout le corpus de l'écologie puis de la biodiversité en ce moment qui est disponible pour l'apprentissage. Et donc, tant qu'on n'a pas ce sens critique autour de ça, on est en train d'apprendre des erreurs qu'on a faites à une époque où on a quand même besoin de solutions. Et donc, pour entrer dans la conclusion de ma présentation, en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait? Puis le bon signe, en fait, pardon. Il y a un autre livre que je vous conseille qui s'appelle Les algorithmes de l'oppression de Safia Noble, qui était vraiment précieux. C'est un livre qui commence à dater un petit peu, mais dans lequel Noble fait vraiment une espèce de prédiction sur le futur, de voilà comment est-ce que l'intelligence artificielle va jouer un rôle dans nos sociétés. Et en fait, elle avait essentiellement raison sur toute la ligne. Et la conclusion de ce livre-là, c'était en fait, l'IA va devenir un enjeu de droits humains majeur pour le 21e siècle. Et puis ça se manifeste aussi par le rôle de comment est-ce qu'on va utiliser ou non l'IA pour agir sur des enjeux de changement climatique et de changement globaux euh, partout. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a maintenant de plus en plus de personnes dans toutes les disciplines, en écologie en tout cas, qui s'intéressent à comment est-ce qu'on est vraiment explicite dans la façon dont on va confronter l'historique de notre discipline? Comment est-ce qu'on en parle et comment est-ce qu'on adapte nos pratiques de recherche pour faire ça? Ok. Cet exemple-là, c'est un article de Trizos et ses collègues de 2021. Il y a plein de petites pratiques dedans pour la décolonisation de l'écologie en tant que science, en fait. Et puis, ils prennent plein d'exemples empiriques. Celui-là, je l'aime beaucoup, qui est de se poser la question de pourquoi est-ce que c'est en Europe qu'il y a le moins de noms d'oiseaux qui sont nommés pour des Européens, en fait. Puis la réponse, bah, elle est assez évidente, c'est que les oiseaux d'Europe, on leur avait déjà donné des noms qui n'étaient pas des noms de personnes. Et puis quand les naturalistes européens sont partis un petit peu partout dans le monde en même temps qu'il y a eu cette historique de colonisation, ben, au lieu de se poser la question, est-ce que ces oiseaux qu'ils trouvaient dans notre pays n'avaient pas déjà des noms, ils les ont nommés après eux-mêmes ou leur famille ou leurs amis ou leurs collègues. Et c'est ça qui fait qu'en fait, plus on s'éloigne de l'Europe, plus les noms des oiseaux reflètent des noms européens. Et puis plus on se rapproche de l'Europe, ben, plus ils ont des noms de pas de personnes parce qu'on les connaissait déjà. Et donc, cette espèce de besoin de comprendre comment est-ce que ces histoires coloniales, dans ce cas particulier, elles vont permettre l'ensemble du processus de description de la biodiversité, puis l'ensemble de nos connaissances de biodiversité. C'est super important dans un contexte où on essaye d'automatiser des choses qu'on aurait apprises de l'histoire de la biodiversité. Euh, il y a il y a plein d'autres approches. Et puis, cet article-là, c'est des étudiants du labo qui l'ont écrit quand c'était à la conférence de l'Association de biologie tropicale, il y a quelques années. Vous avez organisé un workshop sur comment est-ce qu'on reconstruit une écologie subtropicale d'une manière qui soit plus inclusive, et notamment inclusive d'un point de vue culturel. Donc, il y a plusieurs figures dans l'article, elles sont toutes traduites en français, anglais, espagnol, portugais et malais. Ok. Donc, c'était la langue que chacun des auteurs parlait dans l'article. Je vous ai mis la figure en malais, si vous voulez savoir ce que ça veut dire. Allez lire l'article, il y a la figure en anglais, puis il y a la figure en français, donc vous pouvez voir un peu les différentes idées de comment est-ce qu'on interagit avec nos collègues pour être certain qu'on se prenne un petit peu de distance par rapport aux problèmes du passé. Il y a évidemment toute une série de discussions en ce moment sur la décolonisation et de comprendre comment est-ce qu'on peut avoir un point de vue différent sur, ici dans ce cas-là, la valuation des écosystèmes et des services écosystémiques.
mais de comprendre comment est-ce qu'on peut réfléchir à notre pratique pour se distancer des erreurs qui ont été commises par le passé, puis d'avoir une compréhension, puis une relation au système naturel qu'on étudie, dans lesquels on vit et sur lesquels on dépend, qui soit plus harmonieuse et plus intégrative. Donc, ce qui est intéressant en fait en ce moment, c'est qu'on a on a plein de réflexions à l'intérieur de cette discipline. Et autant on a énormément d'enjeux et de challenges en tant que chercheurs qui s'intéressent à la biodiversité, autant on est en train de réaliser l'ampleur des problèmes de ce qui s'est passé avant nous et de la situation dont on a hérité, parce que on voit comment est-ce que notre champ de recherche s'est construit au cours du temps. Mais autant en fait, il y a une prise de conscience collective qui est on va se réconcilier avec ça, en tirer les leçons qui sont nécessaires et puis comprendre comment est-ce que la prochaine génération de l'écologie va faire mieux que toutes les générations précédentes. Allez lire cet article. C'est assez spectaculaire. Je prends juste 2 minutes pour vous en parler. Euh, c'est un article d'anthropologie médicale. Ok, et donc, Freya Jeffcott, qui est l'autrice de cet article, a été appelée à intervenir en Afrique sur une potentielle éclosion d'une maladie zoonotique, une nouvelle maladie zoonotique non identifiée dans la région des Bongafo au Ghana. Et en fait, en parlant avec les différents intervenants sur place, qui étaient des ONG, le système de santé national, régional, l'OMS, etc., tout le monde était d'accord pour dire que cette nouvelle maladie zoonotique est venue du fait que, il y avait des personnes qui étaient au contact de la forêt et qui avaient sûrement été au contact avec des primates et qui avaient attrapé un nouveau virus parce que ben, ça arrive et que c'était pas de chance. Et en parlant avec ces différents intervenants, en fait, un jour, ils se sont mis au hasard à dessiner des cartes de, ah oui, la forêt qui est ici. Et puis, il n'y en a pas un seul qui a dessiné la même carte. Et ce qui s'est passé qui était vraiment, vraiment spectaculaire, en fait, c'est donc ce qu'il y a sur la figure de droite, c'est à demander à chacun des intervenants de dessiner, montre-moi sur la carte où elle est la forêt. Ben, chacun allait dessiner une forêt qui était différente. Puis là, on parle de personnes dont c'est le travail. Ok. L'investigation épidémiologique dans des situations comme ça, c'est vraiment leur travail. Mais malgré tout ça, ils avaient fini chacun à leur tour se convaincre que, un, il y avait une forêt, et deux, ben, c'était facile de voir à quel endroit la forêt elle était sur la carte. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de forêt. Euh, donc la question de est-ce qu'elle était sur la carte, ben non, ça ne marchait pas. Et de toute façon, il n'y avait même pas de maladie zoonotique. En fait, c'est ça qui était euh, vraiment impressionnant, c'est de voir que tout le monde était en train de réfléchir sur une espèce d'imaginaire collectif. Puis ça, c'est très bien détaillé dans l'article de ben, on est en Afrique de l'Ouest, et donc il va y avoir une forêt dense avec des primates, parce que c'est ça qui fait qu'il y a des maladies zoonotiques à cet endroit-là. Mais non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais il y a eu cette espèce de généralisation sur la base de données qui avait été colligée dans un espèce de jeu de données d'entraînement de notre grande IA collective à l'échelle de la discipline, là. Et en fait, les gens ont pris des mauvaises décisions parce que tout ce qu'on avait vu par le passé nous disait que ça allait dans ce sens-là. Le risque de reproduire ce genre d'erreur dans tout ce qu'on fait dans notre vie, si on fait juste confiance à des IA qui vont dire bah, ça s'est toujours passé comme ça par le passé, du coup c'est probablement ça qui va se passer, puis statistiquement ça a l'air vraisemblable que ça se passe comme ça, ben, on va prendre plein d'actions qui en fait sont un peu déconnectées de la réalité. Et donc, cet article est vraiment intéressant à lire pour vraiment plein de raisons, mais je pense qu'il y a aussi une sorte de parallèle à faire avec notre fascination pour dire, bah, si on a toutes les données du monde sur toute l'histoire de l'écologie, les IA vont nous aider à passer au travers de ça, puis de donner des meilleures explications. Pas nécessairement. En fait, c'est facile de se tromper. C'est facile de donner trop de poids aux données qu'on nous a communiquées par le passé. Puis s'il y a des biais qui sont entrés dans ces données, et là le biais c'était ben, on est en Afrique de l'Ouest et donc c'est forcément de la forêt dense et des primates pour les maladies zoonotiques, c'est facile d'oublier de se poser la question de OK, mais est-ce que c'est vraiment ça qui se passe et d'aboutir à des décisions qui sont mauvaises. Tout ça pour dire en fait, malgré tout, la raison pour laquelle c'est important de prendre ces bonnes décisions, c'est que ça n'a jamais été aussi important et aussi facile pour les biologistes, les écologistes et les chercheurs en sciences de la biodiversité d'avoir un impact sur vraiment la prise de décision. Ok, c'est une photo qu'on a prise avec des membres du labo quand on était à la COP16 en Colombie l'année dernière. Et puis ce qui était saisissant en fait dans le fait d'observer la COP16, c'est qu'il y avait toute une série de discussions sur c'est quoi les meilleures connaissances possibles en biodiversité, puis sur le futur des écosystèmes, et qu'est-ce qu'on a besoin de prendre comme action concrète pour respecter tout le monde d'un point de vue culturel, d'un point de vue bien-être, et faire des actions de conservation qui sont efficaces. Les discussions qu'il n'y avait pas, en tout cas j'en ai vu aucune, c'était c'est quoi le rôle de l'IA là-dedans?
personne ne s'est posé la question du rôle de l'IA dans la gestion de la biodiversité. Qu'est-ce que les gens qui vivent au contact des écosystèmes qui veulent qu'on devrait protéger, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est quoi leurs besoins? C'est quoi les informations que le monde académique et le monde de la recherche est capable de fournir? Comment est-ce que ça, c'est conciliable ou non avec les priorités des prises de décision et des politiques publiques? Oui, c'est des discussions qu'il y a eu. Mais personne s'est dit, ben, on a qu'à prendre tous les articles du monde et les mettre dans le chat GPT et puis ça va nous écrire le plan d'action conjoint sur la biodiversité. C'est pas ça qui s'est passé. Il y a toujours un rôle d'expert, il y a toujours un rôle de scientifique qui peut s'impliquer dans cette prise de décision. Il y a aussi toujours une reconnaissance de notre travail et de la valeur apportée, de la valeur ajoutée unique qu'on est capable d'apporter sur ce processus-là, qui est vraiment importante. Et je pense qu'on a malgré tous les problèmes auxquels on fait face en ce moment, on a l'opportunité unique de faire un travail où on peut utiliser nos propres valeurs. On peut dire voilà ce qu'on pense qui est important. Et en ce moment, on est écouté. On n'a pas forcément toujours l'impression qu'on est écouté. On n'a pas toujours l'impression qu'on est suffisamment écouté. Mais ce qu'on dit a quand même un impact. Et je pense que ce serait vraiment dommage de se départir de notre responsabilité de scientifique en disant on va tout faire confiance à des algorithmes, alors que c'est pas les algorithmes qu'on va chercher, c'est nous, puis notre connaissance, puis notre, euh, notre point de vue individuel. Je vous laisse avec une autre citation de O'Neill que j'avais trouvé vraiment intéressante, qui dit qu'en fait, on on pourra pas régler les problèmes du futur juste avec des algorithmes, tant qu'on n'aura pas réalisé que on a besoin de faire attention aux valeurs qu'on va mettre là-dedans. Qu'est-ce qui fait que c'est quoi le monde qu'on voudrait voir et on a besoin d'aller forcer nos algorithmes pour qu'ils respectent ces priorités. Puis il y a des fois, ce que ça veut dire, c'est que l'IA, ce sera pas la solution. Des fois, l'automatisation, si on considère que peut-être qu'on a accumulé trop de biais, peut-être qu'il y a des problèmes assez fondamentaux dans le corpus qui représente maintenant notre discipline, qu'on n'a pas envie de voir se reproduire. On ne peut pas prendre le risque de reproduire ces choses-là. Peut-être que ça va être un petit peu de distance et puis à falloir se restreindre un petit peu et puis faire un travail qui est plus manuel, un petit peu plus long, un petit peu moins automatique, un petit peu moins high-tech, un petit peu moins fancy, mais un petit peu plus sincère et honnête. Merci pour l'invitation. Je suis vraiment désolé encore une fois de ne pas être là avec vous. Et puis, si vous avez des questions, ça va me faire très plaisir d'y répondre. Et si vous voulez lire les articles, ils sont tous sur ce lien ici. Super, ben gros merci Timothée pour ta belle présentation. On l'applaudit chaleureusement. Je pense que ça va soulever des points intéressants pour notre période de discussion tantôt. Je commencerai à voir s'il y a des questions en ligne. On a beaucoup de personnes là, qui sont en ligne avec nous. Je veux savoir si on a des questions des gens qui sont en ligne. Sinon, je vais me déplacer dans la salle pour prendre les questions directement auprès du public. Des questions pour Timothée. Ben, attends, il y a Catherine qui a levé la main. Ah ben, Catherine n'est pas très loin. Vas-y, Catherine. On peut laisser les étudiants dans la salle, puis je pourrais poser ma question après, là. Je pense qu'il n'y a pas de foule en ce moment. Fait que vas-y. Bon, ben, j'y vais. Euh, merci beaucoup, Timothée. Je suis vraiment contente d'entendre. Il y a tellement de billets, puis je me demande si tu as réfléchi un petit peu à l'idée que est-ce que tu penses que l'IA est arrivée peut-être trop tôt dans nos vies? On a comme une description incomplète de la biodiversité. Tu sais, je trouve notre information est extrêmement encore morcelée. J'ai le feeling qu'on est peut-être encore en tant que société trop immature. Là, c'est très philosophique la question, là. Mais j'ai l'impression que on est encore trop immature pour bien utiliser l'IA. Est-ce que dans ton labo, vous avez réfléchi un petit peu à ça? Ou si toi, tu y as réfléchi un peu? En fait, il y a des... ouais, tu sais, je ne peux pas me prononcer sur est-ce qu'on est trop immature en tant que société. Là, on fait plein de conneries en tant que société qu'on ne devrait pas faire. Et puis l'IA, c'est une d'entre elles, en tout cas. Mais je pense qu'il y a des situations pour lesquelles l'IA s'est adaptée. Il y a des situations pour lesquelles ça l'est moins. Et la façon dont moi je réfléchis à ça en général, c'est est-ce qu'il y a un moment une question de notre responsabilité personnelle? Ok. Donc, dans une collaboration de recherche sur vraiment l'émergence de nouveaux virus au sein d'un institut, on a pris la décision de pas d'IA générative du tout.
parce qu'au bout d'un moment, il va falloir que quelqu'un se pointe devant une autorité de santé publique en disant on a fait notre modélisation, on a fait notre revue de littérature, puis c'est ça qui va se passer, puis on veut que ce soit la décision d'une personne et on veut être capable d'expliquer chaque micro-décision qui est rentrée là-dedans. Il y a d'autres situations pour lesquelles c'est un petit peu moins problématique parce que les enjeux sont pas forcément les mêmes. Après, on réfléchit un peu aux usages de l'IA générative pour la recherche et puis principalement pour l'extraction de texte, en fait. Donc là, j'ai un étudiant en ce moment qui essaie de comprendre comment les décisions vont percoler depuis la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies jusqu'au niveau municipal, qui est dans des contextes assez particuliers en Amérique du Sud. Puis là, ben, évidemment, il y a plein de sources de documents différents qui sont écrits dans plein de langues différentes. Et puis, ben, il a beau en parler plusieurs, il ne parle pas toutes les langues qui sont impliquées là-dedans. Et donc d'avoir des systèmes qui sont capables de créer des liens entre les textes sans passer par de la traduction, ils sont capables de faire des liens entre les textes de manière assez transparente, que ce soit en français, en espagnol, en anglais, c'est utile. Et dans ce contexte-là, en fait, d'être capable de dire on va retourner au texte à la fin, c'est un travail, c'est une utilisation de l'IA qui est peut-être plus pertinente. Ce qu'on fait dans ce cas-là, par contre, c'est qu'on réentraîne. On prend des modèles de langage et puis ensuite on les réentraîne sur un corpus très très spécifique en disant je ne veux pas savoir ce que tu as appris sur. Est-ce que tu allais faire du data mining de Reddit ou Twitter ou peu importe, dis-moi ce qu'il y a dans les documents de la CBD, par exemple. Donc, c'est ça. Après, est-ce que l'IA est arrivée trop tôt? C'est trop tard pour se poser la question, en fait, c'est là. Et, mais il y a plein de. Tu sais, ça a tellement changé aussi la façon dont on enseigne, puis la façon dont on fait de la formation. Et donc, la question, en fait, c'est pas de. C'est plus de l'encadrer, en fait. Puis, sans être. En étant vraiment le moins catastrophiste possible, j'ai l'impression d'être revenu à l'époque où moi j'étais étudiant, et puis on m'a dit à Wikipédia, là, si vous utilisez Wikipédia, là, votre carrière, c'est fini. Puis quelques années plus tard, on est rendu à dire, ben, maintenant votre exercice de fin de session, ça va être d'écrire un article Wikipédia parce qu'on comprend que c'est un outil, on sait comment l'utiliser, puis c'est bien. Et peut-être qu'on va se rendre là avec l'IA, euh, peut-être pas, et peut-être qu'il va y avoir toute une variété d'usages différents. Puis au final, en fait, c'est un outil. Ce qui va faire qu'il est pertinent ou contre-productif, c'est la façon dont on l'utilise, et puis l'espèce de processus d'essai-erreur qui nous attend dans les prochaines années. Merci beaucoup. On a des questions, Sarah? Moi, j'ai un peu l'impression que le message, c'est aussi de pas tant se baser sur ce qui a été fait auparavant, mais plus réfléchir à comment trouver des solutions pour l'avenir et faire de façon innovante et originale, en fait, non? Et c'est un mélange de tout ça, en fait, mais ce que je suis pas du tout en train de dire qu'il faut virer tout ce qui a été fait par tous les écologistes avant 2024, hein, c'est pas du tout mon propos. Mais je pense que de manière générale, en fait, en tant que discipline, on pourrait faire un petit peu plus attention à c'est quoi le contexte dans lequel on a construit l'écologie en tant que science. Puis comprendre tous les biais qui s'accumulent pour créer notre compréhension de la biodiversité. Ça ne veut pas dire que les données qu'on a, elles sont inutiles. En fait, on utilise ces données de manière vraiment quotidienne pour prendre des décisions de conservation des écosystèmes vraiment importantes, d'avoir une réflexion sur les services écosystémiques. On ne pourrait pas faire tout le chemin qu'on a fait en protection de la biodiversité sans ces données-là. Mais en fait, les deux choses sont vraies. Ces données, elles sont très utiles, et puis ces données, elles sont biaisées, et elles continuent de refléter et éventuellement d'amplifier euh, certains biais à l'intérieur de l'écologie et puis à l'extérieur de l'écologie. Donc, il faut juste faire attention. Puis nous, quand on fait ce travail-là de manière consciente, on peut avoir la certitude que, OK, ben, je suis en train de regarder mes données de biodiversité et je comprends les biais qui sont là-dedans. Un système d'IA génératif qui n'est pas capable de justifier son raisonnement, on n'est pas certain de quels biais sont pris en compte, est-ce qu'ils sont importants, est-ce que le système d'IA génératif, ils ont dans leur représentation statistique une compréhension de ce que c'est un biais sur ces données-là. Et l'autre point, en fait, c'est que ces systèmes d'IA générative, ils ne connaissent que ce qu'on a déjà écrit. Et donc, plus on va écrire de choses sur, voilà tout ce qui s'est passé dans le contexte qui a créé la science de la biodiversité moderne, et puis tout ce qui a réorganisé la biodiversité d'une manière non naturelle, plus cette information sera facile qu'elle soit prise en compte par ces systèmes-là. Et donc, c'est aussi un appel à essayer d'être un petit peu plus transparent sur nous-mêmes, se confronter aux biais qui existent à l'intérieur de notre discipline. J'ai une question. Tu as présenté beaucoup de biais de données qui étaient en lien avec des histoires coloniales ou, par exemple, des histoires de démographie, par exemple, aux États-Unis.
Mais à quel point c'est vraiment des biais ou c'est juste une démonstration d'un autre phénomène biologique? C'est comme dans l'exemple des histoires démographiques, des quartiers plus défavorisés versus plus gentrifiés. Ben, tu sais, il y a quand même tout un processus biologique qui explique pourquoi qu'on a une plus faible diversité dans l'un versus l'autre. Donc, ça devient un biais juste si on prend l'ensemble des données sans en tenir compte de ce processus-là, mais en soi, ça décrit quelque chose de biologique aussi qui est pertinent. Mais c'est un mélange de tout ça, en fait. Pour la question spécifique du couvert végétal, ça, c'est clairement un biais. Il y a des quartiers où on choisit de planter des arbres, puis des quartiers où on choisit de ne pas planter d'arbres. C'est une décision qui est, pas forcément une décision qui est consciente. Peut-être quelqu'un qui dit non, on va pas planter d'arbres ici, mais c'est une décision qu'on pourrait changer si on voulait. Ok. Il suffit littéralement d'aller planter des arbres ailleurs. C'est un peu plus compliqué, je suis pas forestier, mais on peut agir là-dessus. Après, oui, ça va se transformer ça va faire de la rétroaction avec les autres processus écologiques. En fait. Dans ces articles-là, les auteurs commençaient à se poser la question de euh, la génétique de population des arbres, est-ce qu'elle change? Est-ce qu'il va y avoir une fragilisation de certaines populations? Donc il y a moins d'arbres et en plus ils deviennent un petit peu plus fragiles. Euh, et donc ça, c'est un phénomène qui est naturel, mais ce qui fait que ce phénomène naturel de fragilisation des populations, il a été initié c'est l'établissement d'un biais sur bah, la taille effective de la population, par exemple. Après, le fait qu'il y ait certains animaux qui soient favorisés ou défavorisés par rapport à la gentrification, bah, ça apprend des choses aussi sur la façon dont ces populations elles répondent. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que peut-être qu'on peut aller chercher le mécanisme biologique, mais il faut être certain qu'on comprenne on n'a pas forcément une population contrôle. On a des populations qui sont soumises à différents stress, et ce qu'on mesure, c'est une réponse à ce stimulus. C'est pas un état naturel de ça ressemble à quoi un animal dans un milieu urbain. Ça ressemble à quoi? Ça dépend du quartier parce qu'ils répondent à différents phénomènes qui sont externes aux dynamiques écologiques. As-tu d'autres questions? Je sors de retourner manger des biscuits. Ben, si on n'a pas d'autres questions, ben, je te remercie chaleureusement, Timothée, encore pour ta présentation.